Un partenariat a été signé entre l'Hôtel de Ville de Kinshasa avec une filière turque, groupe Al-Baraïk, pour l'assainissement de cette commune qui compte le district de Funa. En clair, ce partenariat dont le démarrage intervient dans un mois va consister pour sa première phase au nettoyage des avenues des communes de Kalamou, Makala, Bumbu, Selimbao, Ngiringiri, Bandalungwa et Kassavubu. Ce n'est pas des moindres. Nous avons choisi Funa comme district pilote. Ça va nous prendre certainement 3 petits mois pour pouvoir nous étendre sur d'autres districts. Et donc c'est un rêve, c'était un combat et un travail de longue haleine. Et nous sommes arrivés au bout. Le contrat a déjà été signé. Et donc ici, il est question de dimensionner simplement les engins qui doivent arriver, étant donné qu'ils en sont eux-mêmes constructeurs, afin que ces derniers soient en mesure de rentrer dans toutes les rues de Funa pour nettoyer le district et de surcroît la ville. Les groupes Al-Baraïk drainent une expertise dans le domaine de l'assainissement du fait qu'ils s'occupent du nettoyage de la ville d'Istanbul. Aussi, il est bien présent en Afrique, notamment en Guinée et Somalie. En fait, c'est un grand projet qui demande du temps. Donc, c'est la première partie. La première partie, c'est surtout enlever les déchets et nettoyer les rues en fait de Funa. Et les citoyens de Funa verront la première différence en fait du ramassage de cet endroit. En dehors de ces projets d'assainissement, le groupe Al-Baraïk a installé dans la capitale congolaise une unité d'assemblage des camions et autres engins dans la perspective de travailler sur d'autres axes prioritaires, surtout pour résoudre les problèmes de manque des sociétés de transport dans la ville de Kinshasa. Elles sont au cœur des réseaux mobiles déployés sur l'ensemble du territoire. Les antennes relais maintiennent les liens invisibles qui relient les utilisateurs mobiles à leurs interlocuteurs. Les réseaux d'antennes relais permettent de se déplacer sans perdre le fil de la conversation et d'être joignables n'importe où. Ces antennes ont une importance capitale parce qu'ils nous aident quand même à transmettre nos communications d'un point à un autre point, c'est-à-dire dans la modernisation. Nous sommes appelés à communiquer. C'est depuis l'âge où on communiquait par des tambours dans nos villages. La modernisation veut à ce que la communication soit fluide et ça réduit le monde à un village. Pourtant, ces antennes ont longuement fait polémique. Certains scientifiques démontrent qu'elles ont des impacts négatifs sur l'environnement, mais aussi pour les personnes qui vivent à proximité. Les impacts négatifs de ces antennes dans des parcelles ou dans des lieux publics sont nombreux. Mais nous n'avons pas encore trouvé de loi dans ce sens. Mais en tant qu'environnementaliste, je peux dire ceci, que les impacts sont énormes sur la santé d'abord des enfants, même des adultes, entre autres sur le cerveau. Il est dit, j'ai eu à discuter avec les collègues qui travaillaient, entre autres avec Huawei. Ils avaient eux-mêmes relevé que les impacts sont négatifs parce qu'il y a des zones qui traversent nos cerveaux. Et parfois, avec les enfants, c'est dangereux, ça peut même perturber même les conscients intellectuels des enfants. À en croire ces chercheurs, les autorités politiques ainsi que les opérateurs de la communication ont des connaissances sur ces problèmes sanitaires. Pourtant, ils n'ont pas de stratégie politique pour les gérer comme cela se passe ailleurs. Normalement, ce sont les entreprises et ils le savent, mon frère, que ce qu'ils font n'est pas correct. Ils sont conscients de ça. C'est ainsi que quand ils veulent installer une antenne dans votre parcelle, ils vous font signer des documents sous forme de pacte. Vous ne devez pas dévoiler certaines choses. Parfois, ils vous flouent même du ministère de l'Environnement qui vont récolter de l'argent auprès de ces sociétés de communication, mais ils ne leur parlent pas des questions techniques. Et c'est ça le problème. Je suis témoin. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable devrait mettre en application les décrets 14/019 du 2 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux sur la protection de l'environnement. Cela permettra aux experts de pousser plus loin des investigations sur cette affaire pour sauver la vie des milliers de Congolais.
La légalisation de l'article 155 de la loi portant régime général des hydrocarbures sur l'exploitation du pétrole dans les zones humides du parc national de Virunga et du lac Édouard a suscité des tensions dans les chefs des différents groupes d'experts et membres de la société civile environnementale. C'est le cas du réseau des jeunes leaders africains pour la paix et le développement. Quant à cette possible exploitation, ce réseau a dans un plaidoyer demandé au ministère des Hydrocarbures et de l'Environnement de se concerter avant de juger bon cette exploitation. Il y a d'autres dispositions, notamment les principes fondamentaux sur l'environnement, qui dit qu'on ne peut même pas oser aller même faire des recherches. Et pourtant, la loi sur les hydrocarbures, l'article 155 qui dit qu'on peut faire la prospection. Si on trouve que la quantité se trouve dans les aires protégées, par exemple les hydrocarbures, est suffisante, on peut procéder soit au déclassement d'une partie de cette aire protégée, ou même la totalité, et finalement extraire. Donc vous voyez que ça devient vraiment une contradiction. La pollution des zones humides du lac Édouard suite à l'exploration et l'exploitation du pétrole mettrait en péril non seulement la biodiversité en général, mais aussi les oiseaux migrateurs en particulier qui viennent s'y reposer. Pour ces activistes, cette loi va à l'encontre de la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et dont la RDC a ratifié depuis 1990. Les principes fondamentaux de la procédure de l'environnement qui dit on ne peut pas faire de tels travaux dans les aires protégées. Sur le plan national et même sur le plan international, vous voyez par exemple la convention de l'UNESCO interdit de faire des activités comme ça dans les aires protégées. Il y a la convention de Ramsar à laquelle le Congo a déjà adhéré et ça interdit aussi de polluer même ces zones humides parce qu'il y a des oiseaux migrateurs qui s'y reposent. Or le lac Édouard ça fait partie des zones humides qu'il faut protéger. Signalons que les zones humides du lac Édouard constituent les lieux de reproduction des poissons. Sa pollution aura des conséquences néfastes socio-économiques sur les communautés, car plus de 50 000 familles dépendent directement de la pêche exercée sur les lacs comme unique moyen de survie. La prolifération de stations-service devient de plus en plus inquiétante dans la ville de Kinshasa. Cela à cause de l'impact sanitaire de chacun des produits pétroliers se trouvant sur ces lieux. Pour le professionnel de la santé, cette situation suscite plusieurs questions en termes de risques que court la population. En croire le docteur Bien-Aimé Moukeya, les substances qui constituent ces produits pétroliers ont des effets nocifs sur la santé. Certaines de ces substances, comme le diesel, sont responsables de crises cardiovasculaires. Les diesels contiennent certaines particules et ces particules-là, lorsque vous l'inhalez, cela peut entraîner un blocage au niveau des bronches, au niveau de votre cœur. Ces particules-là, étant de dimensions aussi grandes, ne pouvant pas traverser correctement les bronches, ils vont s'incruster au niveau des bronches. Et donc ces particules-là, le fait qu'ils sont incrustés là-bas, cela va entraîner une sorte de stase sanguine, c'est-à-dire que le sang n'aura plus bien à être véhiculé dans l'organisme. Cela peut entraîner par la simple de façon ce qu'on appelle un infarctus. Un infarctus, c'est-à-dire que vous avez quelque chose comme un caillot qui est en train de boucher dans le vaisseau et cela fait que le sang ne peut plus très bien circuler. Cet infarctus-là, si ça prend du temps, ça peut entraîner un arrêt cardiaque dans les jours qui viennent. En dehors du diesel, ces médecins renseignent qu'une forte exposition au benzène, un autre produit constituant du carburant, entraîne beaucoup plus de manifestations nerveuses chez l'homme, partant des étourdissements et du vomissement. Cela pourrait conduire au coma. Le benzène est décrit comme étant un facteur de risque du cancer des seins qu'on appelle le leucémie. Quelqu'un peut entrer juste en coma suite à une grande exposition au benzène. Le benzène est retrouvé en fait dans le sang. Ces manifestations-là vont du plus simple, comme nous avons dit, des étourdissements. Alors, vous commencez, vous sentez un peu de vertige. Ensuite, c'est poursuivre des nausées et des vomissements. On peut avoir des visions floues. On peut avoir des ataxies, des tremblements de membres. Et donc, lorsque vous constatez déjà ces signes-là et que vous habitez à côté d'une station-service, c'est le moment pour vous d'aller déjà à l'hôpital, puisque on peut tomber dans quelque chose qui est plus grave, qui peut être irréversible, c'est le coma. Donc on peut mourir comme ça suite justement à cette exposition-là prolongée au benzène que nous retrouvons dans l'essence.
Pour limiter ces effets de troubles, de coma et de création de tissus cancérigènes causés par ces substances, les experts encouragent l'État congolais à mener des études d'impact de ces stations-service sur l'environnement, tout comme sur la santé physique. Serait pour certains d'autres scientifiques l'une des solutions pour mettre la population quinoise à l'abri de maladies. Quelques jeunes environnementalistes congolais regroupés au sein des Congolese Youth Biodiversity Network ont sensibilisé les commerçants, les vendeurs et les acheteurs des marchandises du port de Baramoto, communément appelé Libongo Nzimbi, sur le bien fondé de protéger cette zone humide sur laquelle ils font leurs activités économiques. Cette activité a été organisée dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides. Agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la nature. Donc ce thème vient nous rappeler ce que nous, en tant que jeunesse, nous devrions faire, nous devions nous appliquer, nous devions mener des actions concrètes pour sauvegarder les zones humides. Alors, ce que nous avons fait, c'était tout d'abord la sensibilisation de la population de Libongo Nzimbi, où on a eu à constater que ce Libongo est presque délaissé par rapport à la pollution de l'eau, raison pour laquelle on était là pour sensibiliser, mais aussi les montrer des petits gestes écologiques. On a eu à faire des ramassages de déchets. Nous osons croire que dans les jours à venir, le peu de messages que nous leur avons apportés apportera des fruits. Malgré les rôles essentiels dans les efforts de régulation du climat mondial, les zones humides restent dangereusement sous-évaluées dans les plans nationaux. Environ 35% des zones humides de la planète ont disparu entre 1970 et 2015 et le rythme de disparition s'est accéléré depuis 2000 ans. En ces jours, la responsabilité pour sa préservation doit être partagée au niveau mondial, régional ainsi que national. Je vis de ces femmes qui avaient même des restaurants ici. Alors j'ai essayé de les sensibiliser par rapport à la protection des zones humides, surtout les déchets en plastique, parce que bon nombre de ces femmes n'avaient pas de poubelles. Je fais l'appel aux autorités pour qu'il y ait quand même des poubelles importantes ici au niveau de Libongo. Au niveau de Libongo Nzimbi, les plastiques que nous voyons ici, ce ne sont pas eux qui jettent ça, c'est parfois, ça vient en amont. Donc nous demandons à notre gouvernement de curer les rivières. Ces jeunes ont montré leur dynamisme à ce sujet, notamment à travers une activité de ramassage des bouteilles et objets en plastique trouvés sur ces ports des grimes de bois. Au travers de ces actions, Djibin accompagne l'engagement du gouvernement à protéger, à conserver et à promouvoir ces zones du pays. Il est temps de sensibiliser les grands publics sur ces espaces encore peu connus. C'est un frein, simplement parce qu'il n'y a pas en amont une politique environnementale basée sur les zones humides. Donc c'est ce que nous encourageons. Il y a des avantages écotouristiques à protéger. Il y a beaucoup de services écosystémiques que nous n'arrivons pas à détailler pour l'instant, qu'il faille absolument protéger. Les zones humides sont cruciales pour l'homme et pour la vie sur la planète. Plus de 25% de toute la planète et tous les animaux des zones humides sont en danger d'extinction. Les perspectives mondiales sur les zones humides insistent sur la nécessité de se doter de plans de gestion efficaces des zones humides et d'intégrer les zones humides dans la préparation et l'application des plans nationaux sur le développement durable, les changements climatiques et autres engagements mondiaux importants. La situation des malades mentaux continue à faire long feu à Butembo dans la province du Nord Kivu, une contrée victime des exactions de tout genre. Selon le psychologue de l'hôpital Cap Salama, plus de 70 cas ont été répertoriés, essentiellement les jeunes. Vu la situation socio-économique de cette province, comment se passe la prise en charge de ces malades désœuvrés? En janvier 2022, ce premier mois, nous avons reçu 83 malades avec la pression des massacres qui continue à se vivre. Ça a partir de la situation économique au niveau du centre-ville. On peut les prendre en charge pendant 2 mois, bien sûr, et 3 mois. Alors, la variation par rapport à la facturation, quand même, nous sommes en train de faire une campagne pour aider la communauté à orienter les malades
de nos structures, c'est toujours une facture inférieure à $120 toujours, parfois. Au niveau de la jeunesse, nous sommes en train d'enregistrer toujours un effectif considérable avec l'usage des prises de drogue et ses variétés au sein de la communauté. Une façon pour ces jeunes de passer, peut-être calmer les soucis qu'ils ont traversés et qu'ils ont difficiles à supporter au niveau de la vie. Comment les communautés gèrent-elles cette situation? Sauf les situations socio-économiques qui se détériorent de jour au jour, mais quand même le traitement est abordable par rapport à l'assiette, là où on avait peur maintenant d'amener même les malades mentaux dans les structures psychiatriques. Par rapport à ce jour, au moins quand même les familles et les communautés ont compris que quand même on ne doit pas continuer à les garder au sein des communautés puisqu'ils continuent à faire aussi trop de dégâts comme incendier les maisons et même s'attaquer aux personnes jusqu'à perdre les vies de certains humains. Alors, ils sont maintenant face au problème du chômage. Alors, nous, avec les programmes de notre structure, Cap Salama, que nous pouvons quand même songer à les initier à l'apprentissage pour certains métiers. Nous avons voulu cette année quand même passer, par exemple, à la coupe et couture pour les dames qui préfèrent ça, avec les salons de beauté, avec aussi la menuiserie et autre chose pour essayer quand même de les encadrer. Interrogée à ce sujet, la société civile du Nord Kivu pense que cette situation est due au traumatisme et à l'absence de l'autorité politico-administrative dans l'implication de l'épanouissement de la jeunesse. Nous avons affaire à une jeunesse traumatisée et quelque peu délaissée par les autorités politico-administratives, surtout que nombreux de ces jeunes n'ont pas d'emploi. Ça signifie que au niveau de la société civile, les plaidoyers s'adressent auprès des autorités de prendre cette contrée de manière particulière. Avec cette jeunesse traumatisée, il faut la gérer d'une manière à part, d'une manière de le considérer comme de personnes qui vivent des atrocités. Cela signifie que il faut trouver de l'emploi à ces jeunes, il faut faciliter l'accès à la formation universitaire pour ces jeunes afin que l'on puisse essayer de diminuer les taux de se décourager de la vie et qui s'adonnent à la prise abusive des boissons fortement alcoolisées et de drogues. Pour sa part, le maire de la ville de Butembo dit n'avoir jamais été saisi de cette situation. Les médecins qui s'en occupent ne sont jamais venus me parler pour me dire que voilà, nous avons tel cas et que nous voulons telle solution, par exemple. Des propositions, puisque chaque service doit faire ce qu'il doit faire. Le maire de la ville ne doit pas s'occuper de tout à la fois. Surtout que je ne suis pas spécialiste en la matière. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, quant aux malades mentaux qui sont, par exemple, au niveau de prison, sont bien encadrés par un hôpital que nous appelons Hôpital Général de Référence, Kitatumba. Tout ce que je peux vous dire à ce sujet. Pourtant, l'hôpital Cap Salama, bien que structure privée, prend soin des malades mentaux à Butembo. Le bien-être de la population passe par une prise en charge médicale adéquate. Sur ce, il est impérieux que l'autorité compétente se penche sur cette affaire.